Bonjour Narendra. Bonjour Ingrid. Donc on se retrouve ici pour parler du Svaratantra dans le cadre du Kalavidya et de son support du coup de l'agenda. Donc pour aller un petit peu plus loin dans les explications du souffle et de cette exploration du Svaratantra, on a vu que les qualités lunisolaires qui sont présentes en fonction de notre position sur la Terre influencent notre souffle et plus précisément l'onde qu'il contient, ce qu'on appelle le Svara. Peux-tu nous parler davantage de toute la symbolique qu'il y a derrière, avec cette danse de l'énergie et de la conscience, en fait, qui sont entre Shiva et Shakti et qui sont justement symbolisées par la lune et le soleil? Donc le Svara, à la base, il a déjà plusieurs définitions. La première définition de Svara, c'est voyelle. Donc il y a 16 voyelles en sanskrit, sont des sons purs qui ne sont pas déviés. Et on a des consonnes, je crois qu'il y en a 42 ou un petit peu plus, 42 consonnes en sanskrit qui vont dévier en fait ces voyelles. Donc il y a des sons purs et ces sons purs en fait sont déviés. Celui qui organise dans la mythologie en fait cet alphabet en fait est Shiva. Donc généralement on le voit avec son petit tambourin et ses deux gros lots qu'on appelle un damaru qui provoque les sons et qui provoque des sons purs qui vont être déviés par une danse. Et ce jeu en fait dans la danse, c'est celle en fait avec sa Shakti, c'est-à-dire que chaque son pur sont déviés dans la rencontre entre un principe créateur, enfin de conscience, de pure conscience qu'on appelle Shiva, et un principe de conscience et de création qui est Shakti. D'accord ? Donc Shiva étant conscient, Shakti étant consciente et créatrice, notre univers se projette en fait comme un son qui est plus ou moins dévié par justement la rencontre de ces deux principes. D'accord ? De la même manière où les voyelles sont projetées et sont déviées en fait par des consonnes pour donner tous les mots et toutes les formes d'existence possibles et imaginables. Donc ce svara, cette danse en fait de l'alphabet, on le retrouve dans le souffle. C'est-à-dire que chaque inspire et expire, même si il y a un même principe qui sous-tend la respiration, on ne prend jamais exactement la même inspire et on n'a jamais exactement le même expire. De la même manière où on ne va jamais prononcer un A, un I, un OU en fait de la même manière et ça ne va pas être dévoyé par une voyelle, donc K, Ki, Ku, Ku, Ko, de la même manière. Donc le Svaratantra, c'est l'observation de cette onde portée par le souffle qui est une forme d'obstruction à un principe essentiel et pur qui est celui de la conscience. Donc, il y a un déploiement en fait de cette obstruction et de cette déviation du son, comme il y a une possibilité en fait de revenir en fait à ce son primordial en faisant le chemin inverse d'une certaine manière. Le Svaratantra en fait nous parle de ça. Donc cette danse est la danse de l'univers entre la conscience et son principe créateur qui déploie en fait dans cette champ de réalité toutes les substances et toutes les situations possibles et imaginables. Et ce principe, mythologiquement parlant, c'est dans ce Tandava, ce Mahatandava entre Shiva et Shakti qui est une danse puisque ces principes sont en mouvement perpétuel. Tout change à chaque instant et cette danse déploie la matière, déploie l'univers avec des impulsions qui sont en fait mythologiquement rapportées comme une forme de danse. Ok, et justement, comment le fait de se relier à toutes ces forces de la nature, ce jeu entre la conscience et l'énergie, donc par son souffle, nous aide dans notre processus de reconnaissance? Eh ben, c'est un processus d'observation en fait de la danse.
Donc de comprendre qu'au plus profond de nous, au plus près en fait de ces principes qui forment la danse, se trouve quelque chose d'essentiel sur laquelle on peut prendre support. Et après, une fois qu'on comprend ce support, ou en tout cas qu'on l'observe, qu'on le teste et qu'on le comprend un peu plus, de s'apercevoir que tout est une danse. Une conversation est une danse, le fait de prendre sa voiture tous les matins est une danse, de manger est une danse, d'aller aux toilettes est une danse. Il y a toujours un principe de conscience et un principe de création qui se déploie d'ailleurs, là j'ai peut-être détaillé un peu plus en trois forces, une force d'expansion, une force de contraction et une force d'équilibre, qui est repris par la grande trinité dans d'autres courants, Brahma, Vishnu, Shiva. Donc un principe créateur, organisateur et de déploiement en fait du principe créateur. Un principe de maintien et d'organisation de ce principe créateur dans une forme d'équilibre qui est lié à Vishnu, et un principe de résorption de cet aspect créateur donc qui est lié à Shiva. Voilà. Et donc l'idée en fait, c'est dans ce mouvement en fait d'expansion et de contraction et d'équilibre, il y a toute une réalité qu'on retrouve dans le souffle, l'inspire, l'expire et les temps entre l'inspire et l'expire et l'expire et l'inspire, qui remime la création au niveau du microcosme. Donc, indirectement et même parfois directement, en fait, de refaire l'expérience de ce qui tend, en fait, toute action, toute activité, en fait, dans ce monde, avec un outil extrêmement simple, à la portée de tout le monde, qui est la respiration. La respiration. Et surtout l'observation du souffle. Voilà, l'observation du souffle et de sa couleur, de la teinte qu'il va prendre à un moment particulier, à un endroit particulier. Voilà, donc chez une personne en particulier. Donc notre souffle change à longueur de journée, enfin les qualités et du coup les ressentis qu'on a dans les narines changent à longueur de temps en fonction des saisons aussi. Oui, en fonction des heures de la journée, en fonction de la saison, en fonction de ce que tu as mangé, en fonction de tes émotions, de tes pensées, en fonction de ce qui est physiologiquement en mouvement en fait dans le système, dans la régulation des organes et puis des fonctionnalités du corps, le souffle évolue. Il a des phases d'évolution où, on va dire, il y a une ronde des éléments dans une narine où le souffle va aller solliciter des endroits dans la narine en fonction de ce qui est en train de se passer dans notre rapport corps-esprit, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Donc cet impact est le témoin en fait de ce qui est en train de se passer ou de ce qui est en train d'être perçu à un niveau subtil et qui, depuis le subtil, commence à influencer le grossier dans sa physicalité. Oui, il est le témoin de notre processus d'autorégulation en fait, du corps. C'est ça, tout à fait. Et du coup, plus on se relie en conscience de notre souffle, qu'on arrive à le ressentir, et plus cette autorégulation peut-être se fait encore plus naturellement et en conscience. De toute manière, il se fait. D'une manière ou d'une autre, il se fait, mais du fait qu'on y attache un moment de l'attention, on va dire, il y a une espèce de mudra qui se forme, c'est un espèce de chemin qui de toute manière est là, mais qui prend une autre valeur et qui vient du coup impacter avec une autre force, une autre puissance en fait notre système. Et de cet impact peut se vivre des expériences en conscience qui amènent justement l'individu à mieux se comprendre, à mieux se situer en fait dans sa vie quotidienne et dans son environnement. Et justement, peux-tu nous parler en quoi l'observation du souffle aussi peut avoir un impact sur notre mental? Et du coup, ça peut-être la gestion de notre mental, peut-être. Oui, bien sûr. Dès qu'il y a une fluctuation dans le mental, il y a un impact sur le souffle. Dès qu'il y a une fluctuation dans le corps, il y a un impact sur le souffle. Donc de regarder le souffle tel qu'il est, on va dire, permet quand même de nuancer les schémas en fait réactionnels qui peuvent se déclencher en fonction de ce qui est vécu en fait dans l'instant.
Donc de regarder le souffle tel qu'il est et de lui donner de l'attention et de développer son attention, d'utiliser l'outil du souffle comme objet d'attention est fondamental puisqu'on est pratiquement au plus proche en fait de ce mariage et de cette relation corps-esprit. Donc c'est comme entre guillemets un peu une maladie. Au plus tôt on l'apprend, au mieux c'est. Et le souffle, en étant au plus près du déclenchement du rapport réactionnel corps-esprit, le fait de le regarder, de l'observer tel qu'il est, et de développer aussi une forme d'équanimité vis-à-vis aussi de son attention, peuvent désamorcer en fait des schémas souvent profondément ancrés dans la conscience ou dans l'inconscient. Ouais. Ok. Et pour toi, au-delà de nous ramener dans l'instant présent, l'attention au souffle, qu'est-ce que ça a pu t'apporter ou est-ce que ça continue de t'apporter dans ta compréhension de toi, de toi-même? Déjà un rapport au sensible, un rapport au subtil, qui m'amène à non pas à dégager des convictions de mon expérience, mais de m'affirmer plus et de faire plus confiance en fait à ce que je peux sentir, et du coup de faire le pari que de suivre un petit peu ce courant-là et de me faire confiance, ou en tout cas de faire confiance dans la relation que j'ai avec cette nature est le bon chemin d'une certaine manière. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais chemin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une voie d'exploration qui me permet de développer mon affirmation et mon envie d'être au plus proche de cette écoute intérieure. D'être au plus proche de ta propre nature et voilà. En résonance avec la nature qui nous entoure. Et d'essayer de respecter en fait ces impulsions. À partir du moment où on met de l'attention sur le souffle, l'énergie suit. Voilà. Donc ça veut dire que il y a une danse entre le corps et l'esprit. Le souffle est le témoin qui relate en fait de cette danse, et le fait de lui porter l'attention, l'énergie que contient cette danse va commencer aussi à circuler d'une certaine manière. Elle circulera d'une manière différente si on ne met pas d'attention sur cet espace ou si on en met. Et en ça, en fait, il y a une vraie relation qui se fait en fait aux éléments naturels qui constituent notre corps et qui constituent notre univers, qui commence à répondre de cette attention. Voilà. Par exemple, dans l'agenda, on a une attention particulière à la Lune, qui est une entité assez changeante, versatile. Le fait d'accorder de l'attention à chaque phase de Lune, bien que la Lune soit toujours là, le fait de lui donner de l'attention, l'énergie qui est portée aussi par ces espaces va nous influencer d'une certaine manière, et peut-être d'une manière plus forte, ou en tout cas va nous pousser à une exploration, à une curiosité différente que si on n'y donnait aucune attention. Et ça part de cet adage qui est dans le yoga: là où va l'attention va l'énergie, là où va l'énergie va l'attention. Donc c'est une invitation à l'éveil et à porter l'éveil sur des entités naturelles, universelles, qui ne sont pas conditionnées par une pensée ou une religion particulière, et puis en donnant cet aspect conscient à ces entités naturelles, de voir comment elles influencent notre corps, notre esprit. Et c'est là où on rentre dans cette fameuse connaissance de la vie qui est portée par l'Ayurveda. Et d'entretenir notre Dharvantari. Voilà, d'aller solliciter cette intelligence intérieure qui, elle, sait quoi en faire, en fait, de toute manière, et va, dans des notions d'autorégulation, aider le système à se maintenir dans un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Ok. Merci Narendra. Plaisir.